Bonsoir à tous. Ce soir, Question d'actu vous propose un numéro spécial sur un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre ce week-end. Il s'agit bien sûr de l'ingérence du Parlement européen dans les affaires internes du pays. Cette résolution non contraignante, adoptée jeudi à Strasbourg par le Parlement européen à propos de la situation politique en Algérie, a suscité de vives réactions. Plusieurs instances officielles, partis politiques, organisations et associations nationales ont dénoncé vigoureusement en la qualifiant d'ingérence flagrante dans les affaires internes et de provocation à l'encontre du peuple algérien, estimant qu'il s'agit là d'une affaire algéro-algérienne. Quelle lecture faut-il faire de cette ingérence et pourquoi intervient-elle maintenant? À quel agenda cela répond-il? Nous en débattrons avec nos invités présents ce soir sur notre plateau. Nous accueillons Maître Fatma Zahra Ben Brahim. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocate, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Nous accueillons également Monsieur Amin Belhamri. Bonsoir, vous êtes journaliste au quotidien Achab. Bonsoir et merci d'avoir accepté également notre invitation. Monsieur Hassan Ben Amen, bonsoir, vous êtes éditeur. Bonsoir. Et nous aurons aussi avec nous depuis Oran Monsieur Ahmed Ben Saada qui est politologue. Monsieur Ben Saada, bonsoir. Bonsoir madame. Alors d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de revenir sur les condamnations des institutions algériennes et sur cette décision du Parlement européen en sujet avec Amel Bouarba. La résolution adoptée jeudi par le Parlement européen sur la situation des libertés en Algérie suscite une avalanche de condamnations, aussi bien de la part d'instances officielles que non officielles. Toutes sont unanimes à estimer qu'il s'agit là d'une ingérence flagrante dans les affaires intérieures de l'Algérie et de provocation à l'encontre du peuple algérien. S'exprimant sur ce sujet, le président du Conseil de la Nation par intérim, Salah Goudil, a rejeté catégoriquement la résolution adoptée par le Parlement européen, dénonçant une connivence sans précédent entre les ennemis de l'Algérie, de l'intérieur et de l'extérieur. Nous rejetons fermement les agendas étrangers dictés à l'Algérie. Je tiens à souligner l'indépendance de la décision politique de l'Algérie et j'appelle le peuple algérien à donner au monde une leçon à travers sa participation massive à l'élection présidentielle du 12 décembre prochain. De son côté, l'Assemblée populaire nationale a également dénoncé dans un communiqué la résolution adoptée par le Parlement européen, la qualifiant d'ingérence flagrante dans les affaires internes et de provocation pour tous les Algériens, réitérant l'attachement et l'engagement de l'Algérie vis-à-vis de toutes les chartes internationales. L'APN dit rejeter totalement tous les mensonges et allégations visant les lois algériennes, essentiellement celles ayant trait aux libertés. Dans le même sillage, le ministère des Affaires étrangères a dans un communiqué rejeté dans le fond et dans la forme l'immixtion flagrante du Parlement européen dans les affaires internes de l'Algérie et dit se réserver le droit de procéder à un examen général de ses relations avec l'ensemble des institutions européennes. De son côté, le Conseil national des droits de l'homme a exprimé ses vives dénonciations et condamnations de la résolution européenne, affirmant qu'elle est basée sur des renseignements erronés et des intentions malveillantes. Abondant dans le même sens, l'Union générale des travailleurs algériens a condamné cette résolution. La centrale syndicale, en tant que représentant historique des travailleurs algériens, a décidé d'organiser une marche nationale pour dénoncer toute ingérence étrangère dans les affaires intérieures du pays. Il faut dire que cette résolution européenne a provoqué un véritable tollé général chez bon nombre d'organisations et associations nationales. L'Union nationale des femmes algériennes a fermement rejeté cette résolution et toute ingérence étrangère. Même réaction de la part de l'Union nationale des paysans algériens qui apporte son soutien aux efforts de l'armée nationale populaire qui accompagne le peuple et œuvre à préserver la sécurité du territoire national. Dans la même optique, l'Organisation nationale des enfants des Moudjahidines a appelé le peuple algérien à aller massivement
aux urnes pour choisir un président de la République le 12 décembre prochain. De son côté, l'Académie de la société civile algérienne a dans un communiqué souligné que l'Algérie n'avait de leçons à recevoir de personne en matière de liberté et droits de l'homme. Ce qu'a également soutenu l'Académie de la jeunesse algérienne, condamnant la résolution européenne. Vive indignation aussi de la part des scouts musulmans algériens et de l'autorité nationale indépendante des élections qui se sont élevés contre cette résolution émanant d'un parlement prétendant défendre les droits des libertés. Au volet arabe, le Parlement arabe a exprimé dans un communiqué son rejet catégorique de la résolution adoptée par le Parlement européen, la qualifiant d'ingérence flagrante dans les affaires internes de l'Algérie, estimant que cette résolution a été rendue par une juridiction non compétente. Sur le plan international, la haute représentante de l'Union européenne pour la politique étrangère et la sécurité a insisté sur le respect total de l'Union à la souveraineté et l'autonomie de l'Algérie. Elle a estimé que l'Algérie est non seulement un pays voisin, mais aussi un partenaire politique et économique de qualité. Condamnant l'ingérence étrangère dans les affaires intérieures de l'Algérie, l'Espagne, par la voix de son ministre de l'Intérieur en visite en Algérie, a tenu à exprimer son appui au processus électoral du 12 décembre prochain. Et voilà, donc nous assistons à une réaction unanime, intransigeante, qui rejette et qui condamne cette ingérence. Alors, n'est-elle pas un signal fort aujourd'hui, disant que la ligne rouge a été franchie? Y a-t-il dépassement et violation des accords qui lient l'Algérie à l'Union européenne? Je voudrais d'abord donner la parole à M. Ben Saada, qui est avec nous depuis Oran. Vous êtes politologue, M. Ben Saada. Votre avis sur la question? Est-ce que la ligne rouge a été franchie par le Parlement européen? Je pense que en fait, la ligne rouge a été dépassée depuis longtemps. C'est que j'explique dans un article que j'ai publié en avril 2019 que des ONG étaient financées par des moyens venant des États-Unis et de l'Europe. Ce qu'on voit actuellement, c'est la face apparente, visible de l'iceberg. Donc c'est une très bonne chose parce que lorsque j'avais écrit cet article et j'avais dit que ce qui se passe dans le Hirak avait beaucoup de similitudes avec ce qui s'est passé dans les printemps arabes et un peu plus loin dans ce qu'on avait appelé les révolutions colorées, beaucoup de gens étaient très sceptiques. Et là, on voit une ingérence en bonne et due forme qui a été en fait introduite par quelqu'un dont l'identité n'est pas anodine. Il s'agit de M. Raphaël Glucksmann. Raphaël Glucksmann, pour bien comprendre ses visées politiques, est membre du Cercle de l'Oratoire. Le Cercle de l'Oratoire est un think tank français qui est néoconservateur, atlantiste et qui défend les positions pro-américaines. Alors on sait qu'il est derrière toutes les décisions... Pardon, je vous interromps. Je sais on sait qu'il est en faveur de tout ce qui s'est passé dans le monde arabe, tout ce qui est printaniisation des pays arabes. On reviendra peut-être plus en détail sur cette question. Mais d'abord, est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de violation des accords d'association qui lient l'Algérie à l'Union européenne? Est-ce qu'on peut parler également de cette résolution qui est non contraignante? Est-ce qu'on peut connaître son poids aujourd'hui? Quel est son poids? En fait, le poids, c'est un poids politique au niveau de l'opinion publique algérienne. On ne peut pas faire une résolution de ce type à quelques semaines d'un rendez-vous électoral. C'est ça qui est dérangeant dans cette affaire-là. Beaucoup plus, c'est-à-dire que toute résolution d'un Parlement européen ou d'un autre Parlement ou d'une instance politique vis-à-vis de l'Algérie a des conséquences immédiates sur le processus électoral. Et c'est là où l'ingérence est dangereuse. Vous comprenez? C'est pas un acte anodin. Cette résolution qui a été portée par M. Glucksmann est une atteinte à un processus que nous jugeons important dans l'après-Hirak pour arriver à une solution viable pour notre pays. Nous développerons cet axe tout au long de notre débat. Intervenir de cette façon-là, ça va avoir une incidence sur
sur le processus démocratique, et c'est ça qui est dérangeant. Et c'est pour ça que énormément de personnes, même des gens qu'on croyait un peu opposés à l'élection, se sont élevés contre cette résolution. Alors, vous avez beaucoup travaillé et étudié tout ce qui se passe en Algérie en ce moment. Nous développerons tous ces paramètres tout au long de notre débat. On va poursuivre avec d'abord cette résolution du Parlement européen avec nos invités ici sur le plateau. Je le disais, il s'agit là d'une résolution non contraignante et donc quelle est sa véritable portée? On va le débattre aussi avec vous. Quand on sait que la haute représentante de l'Union européenne pour la politique étrangère et la sécurité, Federica Mogherini, a insisté. Elle se dissocie un peu de ce qui a été dit au niveau du Parlement. Elle a insisté sur le respect total de l'Union à la souveraineté et l'autonomie de l'Algérie, un pays voisin, dit-elle, mais aussi un partenaire politique et économique, Maître Benbrahim. Eh bien oui, lorsque nous avons ce type de situation où un eurodéputé présente une résolution et où justement la haute représentante de la politique européenne dit exactement le contraire. C'est qu'il y a d'abord un conflit chez eux, un conflit institutionnel chez eux. C'est le subalterne qui veut dicter la loi à son supérieur, parce que cette dame est vraiment cette haute représentante de la politique de l'Union européenne. C'est quand même elle qui va décider des politiques de l'Europe. C'est elle qui va décider pour le compte des pays européens. Donc c'est sa décision qui est prise en considération et non pas la décision de cet député européen, plutôt de cet eurodéputé, oui, de cet eurodéputé qui en fait s'est précipité, comme disait monsieur tout à l'heure, pour inventer cette révolution, pour faire entre guillemets, comme je le disais depuis hier, le buzz. Mais je ne reconnais de buzz que chez les abeilles quand elles trouvent du miel. Donc lui est à la recherche d'un miel politique pour pouvoir concrétiser une politique sourde qui sévit en Europe depuis déjà plusieurs mois. C'est une politique qui n'est pas anodine. C'est-à-dire que le but de ces personnages, parce que c'est une véritable pièce de théâtre qu'ils sont en train de jouer, vient dans le sens, et comme disait monsieur, je suis tout à fait d'accord avec lui, et vient dialectiquement dans le temps, au moment où nous approchons à grands pas vers les élections. On nous menace dans notre pays par ce genre de réaction, et d'ailleurs, comme j'ai essayé de voir un petit peu, il y a à peu près 541 députés, je crois. 47 députés, mais il n'y avait qu'une petite poignée de députés. Donc même cette résolution n'est pas représentative de l'ensemble des députés européens. Très bien. Elle ne vaut que pour lui et pour ceux qui ont initié avec lui cette résolution en lui donnant des informations erronées sur l'Algérie. Alors nous essaierons de comprendre tout à l'heure quels enjeux cela cache derrière toute cette activité, cette décision de résolution du Parlement européen. Mais auparavant, je vous propose d'écouter ou de revenir sur l'intervention du Parlement panafricain qui a également rejeté cette décision du Parlement européen qui, je vous rappelle, porte sur la politique algérienne actuellement. Je vous propose de l'écouter. Le Parlement panafricain, Parlement des peuples africains, dont le siège est en Afrique du Sud, a appris avec consternation des résolutions contre l'Algérie et le Cameroun prises par le Parlement européen. Ces résolutions, qui ne sont que des injonctions aux États souverains, ne rentrent pas dans le cadre du mémorandum signé en 2004 entre le Parlement panafricain et le Parlement européen, dont les relations sont des relations de continent à continent, et n'a reçu aucune compétence universelle pour juger les pays africains. L'Algérie et le Cameroun, deux pays d'Afrique, connaissent des crises internes qui appellent à un règlement pacifique suivant les règles internes à ces pays. Toute ingérence extérieure
surtout quand elle est de nature à aggraver ces conflits, n'est pas la bienvenue. Or, le Parlement européen, depuis un certain temps, s'illustre par des injonctions négatives adressées aux États souverains sans écouter les partis. Il s'appuie soit sur des médias sociaux ou des organisations non gouvernementales ou parfois des personnes mal intentionnées pour prendre ces résolutions. Dans le cadre de la recherche de la paix, le Parlement panafricain condamne des résolutions prises par le Parlement européen contre l'Algérie et le Cameroun et soutient fermement des processus électoraux en cours en Algérie pour l'élection présidentielle du 12 décembre 2019 et au Cameroun pour le double scrutin des législatives et municipales du 9 février 2020. Le Parlement panafricain rappelle au Parlement européen le strict respect des dispositions du mémorandum signé en 2004 dont les relations sont empreintes de courtoisie et de respect de la souveraineté des États membres des deux parlements. Je crois que les problèmes africains doivent être réglés de manière générale dans un cadre africain. Plus particulièrement, quand il s'agit d'un pays, les problèmes doivent être réglés internes. Il faut des règlements, des solutions internes aux conflits internes. Toute injonction extérieure n'est pas de nature à favoriser la résolution des conflits. Et aujourd'hui, nous sommes quand même 100 ans après la colonisation. Nous ne comprenons pas pourquoi un parlement qui représente les pays européens peut sauter pour aller donner les injonctions dans les pays africains. Vous ne me direz pas que dans les pays européens, le Parlement panafricain ne trouve pas quoi dire. Il y a des problèmes en Europe. Mais nous restons dans le respect des engagements que nous avons pris avec le Parlement européen. Et il faut que ça soit clair que depuis 2004, le Parlement européen avait accepté de signer un mémorandum d'entente avec le Parlement panafricain. Et nous travaillons dans le cadre des problèmes de continent à continent. Voilà, retour sur le plateau. Il faut savoir que c'est la première fois que le Parlement européen adopte une résolution contre l'Algérie. Alors, qu'est-ce qui a pu déclencher cette décision maintenant? À quel agenda cela peut-il bien répondre, M. Benhamen? Donc, merci. Si je reviens un peu à ce qu'avait dit Dr Ben Saada, en parlant de qui a déclenché l'opération, c'est-à-dire de l'eurodéputé Glucksmann, quand on sait que ce eurodéputé, en fin de compte, est un cofondateur de l'association des éditeurs des études sans frontières, qui elle-même est financée par un certain George Soros, qu'on connaît être promoteur de tout ce qui est printemps arabe de part qu'on a connu dans les années passées. Donc de là, on connaît déjà les débuts et l'amorce de cette résolution ou de cette tentative d'ingérence dans les affaires d'un pays souverain tel que l'Algérie. En fin de compte, cette tentative d'ingérence est aussi venue pour troubler le processus qui a été mené dans ce pays-là pour une sortie de crise et afin aussi pour un pays devienne recouvert sa notoriété sur le plan international. Ça, sur le plan de qui a fait ce texte-là. Maintenant, en ce qui concerne le contenu du texte lui-même, et quand on dit qu'il n'est pas contraignant, il faut aussi revenir sur le contenu de ce qui a été noté dans ce texte-là. Jusqu'à maintenant, le seul but, c'est de porter atteinte à l'image de l'Algérie sur le plan politique. Aussi, de venir en aide aux trublions et aux agitateurs ou les relais de ce qu'on appelle l'anti-colonisateur, qui en fin de compte a toujours des relais dans ces pays-là, tels qu'on a vu dans les différentes déclarations des institutions algériennes. Donc à travers tous ces éléments, donc vous avez dit tout à l'heure qu'on y reviendra avec détail, actuellement, cette résolution, en fin de compte, cette tentative d'éviction... Pourquoi intervient-elle maintenant? Elle intervient maintenant parce qu'elle arrive, en fin de compte, au bout, il nous restant à une dizaine de jours des élections présidentielles, c'est-à-dire la sortie institutionnelle, légale de crise de cette Algérie vers une solution qui n'a pas existé dans les autres pays arabes.
En fin de compte aussi parce que les problèmes de l'Europe elle-même, ce vieux continent qui perd sur le plan international tous ses poids. On sait que l'Europe actuellement est en peine sur le plan économique parce qu'elle est sous l'hégémonie sur la crise mondiale. On sait qu'on est dans une situation internationale qui ne favorise pas l'Europe. Tout à l'heure, vous avez remarqué que l'Europe, entre la présidente la présidente du Parlement et ses eurodéputés, donc il y a une certaine cacophonie parce qu'il y a des intérêts personnels, je vais dire, c'est des intérêts de multinationales, au-delà des intérêts des États. L'Europe actuellement vit une crise interne en ce qui concerne les libertés dont on nous... une crise multidimensionnelle que nous évoquerons en détail. Qu'il faut qu'elle sorte de ça. Aussi qu'elle veut une place sur l'échiquier mondial après la chute des deux pôles, et on se retrouve avec un seul pôle, c'est les États-Unis actuellement, et sur le plan économique, on a aussi la Chine et le relevé de la Russie. Donc l'Europe, elle a tellement de problèmes sur le plan internationale qu'elle veut s'appuyer sur ses anciennes colonies parce qu'il reste toujours que cet esprit d'ancien colonisateur reste toujours en Europe et il fait prime sur les pays africains. Et on voit bien sûr qu'il y a cette résolution aussi sur le Cameroun et sur ce genre de pays qui ont été à l'époque des colonies de ces Français, de ces pays européens. Cela répond à un agenda précis conjugué avec la conjoncture économique mondiale. Monsieur Belhamri, votre avis sur la question? Tout d'abord, bonsoir tout le monde. Il me semble que cette résolution est non seulement une atteinte à la souveraineté de l'Algérie, mais à un principe fondateur de l'ONU, à savoir la non-ingérence dans les affaires des pays, dans les affaires internes des autres pays. Voilà, l'ingérence qui n'est d'ailleurs pas reconnue comme un droit international, nous en parlions tout à l'heure. C'est une atteinte au droit international et au principe fondateur de l'ONU, comme je l'avais dit. Le paradoxe réside également sur que ces eurodéputés qui doivent apporter les aspirations et les demandes de leurs électeurs, ils s'immiscent dans nos affaires. Donc je pense que cette résolution est mal placée, est comme j'avais dit, est une atteinte à un principe fondateur de l'ONU, à savoir la non-ingérence et la préservation de la souveraineté des autres pays membres de l'ONU. Il y a autre chose. Comme avait dit Mme Benbrahim, il y a un conflit institutionnel au sein de l'Union européenne. La Commission européenne, qui a exprimé sa position par la voix de Mme Mogherini, la présidente, qui a dit clairement que l'Algérie est un pays souverain et ami, etc. Mais le problème réside dans la résolution du Parlement européen qui n'est pas contraignante. C'est vrai, mais c'est une ingérence. Mais qui est considérée comme une ingérence. C'est une ingérence. C'est une tentative d'atteinte à la souveraineté d'un pays indépendant. Alors, M. Ben Saada, je vous retourne aussi la question sur cet agenda international. Cela répond à une conjoncture particulière, d'autant que le Hirak maintient depuis maintenant plus de 9 mois son aspect pacifique. Pourquoi est-ce qu'elle intervient maintenant, cette résolution ? À mon avis, le Hirak est exceptionnel de par sa face pacifique, en fait, et aussi de par le fait que les forces de l'ordre aussi sont pacifiques, parce qu'on ne peut pas être pacifique que d'un côté. Les deux ont été pacifiques, et l'Algérie présente un modèle pour le reste du monde, comment changer la politique, mais sans verser une goutte de sang. Alors, dans la plupart des pays où il y a eu ce genre de révolution, on va dire ça entre guillemets, de révolte, dans les printemps arabes, il y a eu des accrochages. Donc on cherche toujours à avoir un motif pour passer à une étape supérieure. C'est-à-dire, si on regarde ce qui s'est passé en Syrie ou en Libye, on regarde bien ce qui s'est passé aussi en Tunisie ou en Égypte,
et même au Yémen, le début était extrêmement pacifique. Et il y a eu des échauffourées entre les forces de l'ordre. Et à ce moment-là, tout ce qui est droit de l'homiste rentre. Tout ce qui est organisation de protection des droits, etc., rentre en jeu. Je vous rappelle, par exemple, que dans le cas de la Libye, c'est M. Bouchouigour qui était responsable des droits de l'homme en Libye, qui a demandé la résolution qui a permis de bombarder les États-Unis. C'est lui-même qui est allé et qui a en plus amplifié le nombre de morts. On a su par la suite qu'il y avait une centaine de morts. Et il a dit qu'il y avait au-delà de 7000 morts. Et donc, cette façon d'utiliser la violence pour actionner les droits de l'homme est quelque chose de très connu. Et si on regarde la résolution, il y a énormément de points qui sont liés aux droits de l'homme, l'emprisonnement de ci, l'emprisonnement de ça, etc. Donc on recherche cette porte d'entrée pour déstabiliser les pays en utilisant les droits de l'homme. Donc pour vous, il y a des similitudes entre ce qui se passe ailleurs et chez nous aujourd'hui? Exactement, ça a été fait ailleurs et on veut le faire d'une autre façon parce que notre Hirak a été pacifique et c'est exceptionnel. Regardez ce qui se passe en Irak, ça a commencé bien après nous, il y a des dizaines et des dizaines de morts. Regardez ce qui se passe au Liban qui a commencé extrêmement pacifique, etc. Il y a eu récemment des batailles entre les gens du Hezbollah et les autres. Donc vous voyez qu'on cherche toujours. Dans le cas de la Syrie, ça a été extrêmement bien documenté. Il y a eu des snipers qui ont tué des gens pour provoquer cette révolution, cette guerre civile qui a complètement détruit la Syrie. Donc on cherche toujours à avoir de l'effusion de sang pour pouvoir faire intervenir les droits de l'homme. Et c'est pour ça, par exemple, que les ONG étrangères financent tous les organismes qui s'occupent des droits de l'homme. Par exemple, je montre dans mes articles et dans mon livre, mon dernier livre Arabesque, enquête sur le rôle des États-Unis dans les révoltes arabes, que par exemple en Algérie, la Ligue des droits de l'homme, la Ligue algérienne des droits de l'homme, a été financée par la National Endowment for Democracy. On pourra en parler si vous voulez en plus de détails. Oui, alors je vais intervenir juste. Vous avez par exemple SOS disparu qui a été aussi qui est financé. Vous avez des organismes qui s'occupent des droits, ce qu'on appelle des organismes droits de l'homiste en fait, qui sont financés et qu'on retrouve par hasard sur le devant de la scène lorsqu'il s'agit de faire des manifestations. Alors vous parliez du pacifisme. Dans tous les pays, exactement, dans tous les pays qui ont été touchés par le printemps arabe ou par les révolutions, ce qu'on appelle les révolutions colorées. Donc le fait de présenter une résolution, au-delà du fait que cette résolution vient à un moment opportun, qui est dans quelques semaines de nos élections du 12 décembre, et elle a aussi un volet droit de l'homiste, c'est-à-dire que on veut faire comprendre aux gens que l'Algérie ne respecte pas les droits de l'homme, que les droits de l'homme ne sont pas respectés. Alors justement, parmi les eurodéputés qui ont intervenu pendant au Parlement. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que Monsieur Ben Saada, si je peux me permettre. On peut être pour les emprisonnements, mais on doit le discuter en Algérie. On n'a pas besoin de ces gens-là pour nous dire qu'est-ce qu'il faut faire chez nous. On peut débattre. Moi, j'étais à Alger jeudi passé. Il y avait des manifestations au centre-ville d'Alger, près du tunnel des facultés, des manifestants qui demandaient la libération des détenus. Et ils étaient là en train de manifester. On n'a pas besoin d'eux pour nous demander de faire quoi que ce soit. Alors c'est clair, c'est une affaire algéro-algérienne, Monsieur Ben Saada, on l'a compris. Vous parliez du pacifisme du Hirak. La révolte n'a pas pris notre tournure aujourd'hui, si vous m'entendez. Voilà, la révolte n'a pas pris notre tournure aussi parce qu'il y a eu pacifisme des deux côtés et des manifestants et des forces de l'ordre qui n'ont pas eu à intervenir, ce qui ne s'est peut-être pas passé ailleurs, Maître Ben Brahim. Oui, alors ce mouvement est très important. Il faut savoir qualifier tous les mouvements.
En Algérie, nous avons un mouvement de foule et non pas une révolte. Un mouvement de foule, c'est un mouvement, pour l'Algérie, il est pacifique, où les citoyens sortent pour faire des revendications. Et vous avez vu, c'est plusieurs revendications en même temps. Ce n'est pas des revendications ciblées. Donc c'est un mouvement qui n'est pas revendiqué. Personne ne peut dire aujourd'hui « je suis à l'origine de ce mouvement populaire, de foule et je vais le diriger comme je veux ». Donc c'est un mouvement de foule qui est arrivé comme ça subitement, mais avec une résolution très sérieuse, à savoir qu'il faut rester pacifique et il faut rester frère. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et comme disait monsieur, effectivement, cette situation est en train d'étonner le monde parce que c'est une nouvelle façon de faire des revendications sans faire passer une goutte de sang dans les rues, sans toucher aux droits des uns et des autres et sans toucher aux libertés fondamentales et aux droits de l'homme. Alors qu'un des eurodéputés avait parlé de sang durant le Parlement, ce qui était totalement faux. Il n'y a pas que ça. Cet eurodéputé, en réalité, ne connaît pas du tout la situation de l'Algérie. Alors sur quoi se base cette résolution, justement ? Il faut savoir comment les choses se sont déroulées. Il y a quelque temps, nous étions avec M. Benhamen à Genève, où nous avons été invités pour un grand dialogue, c'est le dialogue humanitaire. Et donc, il y avait des personnalités très importantes, entre autres Romain Grandjean, qui est quand même quelqu'un d'important. Il s'occupe du dialogue et de la médiation, et c'est une organisation internationale et non ONG. Donc vous voyez le poids important. Et là, nous avons effectivement discuté pendant 2 jours avec de grands spécialistes, des spécialistes donc de la question, mais en plus de ça, des représentants des organisations internationales de l'Europe. Qui ont porté sur la politique algérienne actuelle. Sur la politique, parce qu'ils voulaient savoir, ces gens voulaient savoir qu'est-ce qui se passait en Algérie. J'ai ici... Et les questions, les grands axes sur lesquels nous avons travaillé, c'est premièrement, quel avenir et quel aboutissement ? Point d'interrogation. Et dans ce panel, donc dans cette partie de la réflexion, nous avons abordé la question où va l'Algérie ? Et nous avons parlé des élections prochaines. Maintenant, la deuxième, c'était l'avenir de l'Algérie du point de vue régional. Donc, vous voyez, sur le plan Algérie, puis sur le plan régional, et maintenant, nous sommes sur le plan international. Maintenant, même pas, je dirais, européen. Maintenant, nous sommes à la 3e phase. Vous voyez les choses, comment elles ont évolué. Nous avons donné notre point de vue et nous avons donc apporté tous les éclaircissements. Nous leur avons dit que nous n'avons besoin de personne pour régler nos problèmes. D'abord, nous ne sommes pas en guerre. Il n'y a pas le harak et le shab, parce que le mot exact, c'est pas hirak, mais c'est harak. Il n'y a pas le harak et le shab et le peuple. Il y a le harak dans le peuple, avec le peuple. Donc il n'y a pas une scission, il n'y a pas une division, il n'y a pas de force qui s'oppose. Il y a un seul peuple qui veut savoir quel avenir sera le meilleur pour lui. Ça, c'était la première question. Donc l'avenir de l'Algérie n'est pas vers une fracture, mais vers une cohésion. Et ils ont très bien compris. Maintenant, le deuxième point, c'est que cet organisme qui est très intéressant et très important parle du dialogue. Nous leur avons dit que le dialogue, nous l'avons initié dans notre pays. Et nous avons donné les textes. Nous avons parlé de la concorde civile. Lorsque l'Algérie brûlait et saignait de son sang, on n'a eu recours à personne. D'ailleurs, personne n'est venu nous aider. On s'en est sorti par nos propres moyens et par notre propre réflexion. Et pourtant là, il y avait l'opposition de 2 blocs. Et nous avons fait la concorde civile, et cette concorde civile a été bénéfique pour tous les Algériens sans exception. Quelques années après, nous avons réglé un autre problème plus important, celui de la médiation justement, qui mène vers ce qu'on appelle les justices transitionnelles, par un autre texte qui s'appelle le texte de la réconciliation. Maintenant, nous sommes dans une phase très importante qui a étonné le monde. Alors, Maître Madame, si on peut revenir sur cette résolution, si vous le permettez, sur quoi se base-t-elle ? Comment, sur quels faits a-t-elle été adoptée ? Sur quels faits s'est-elle basée aujourd'hui ? On retrouve essentiellement 3 points qui ont été développés dans cette résolution. On rappellera la liberté d'expression, les détenus politiques et surtout la liberté de culte qui a largement pris le dessus sur le débat. De la liberté d'expression, c'est pour vous dire justement que toutes les informations qu'a glanées ce député, en fait, n'ont rien
de véridique. C'est des allégations qui sont toutes, à mon sens, mensongères. On va reprendre par un tweet que j'ai eu l'occasion de voir tout à l'heure de Nadia Madassi. Dans ce rapport, on cite Nadia Madassi, liberté d'expression, etc., etc. Nadia Madassi vient par un tweet nous dire que je n'ai jamais rien dit à cette résolution, je n'ai pas assisté et mon nom a été cité sans même qu'on me le dise. Donc, qu'on se pose la question, qui a donné le nom de Nadia Madassi, qui a eu le courage de dire non, ce n'est pas moi? Point d'interrogation. Sur le plan de la liberté d'expression, je crois qu'il n'existe pas un seul pays dans le monde. Mais l'information était publique, donc là on se base sur ce qui a été peut-être mis sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Est-ce que ça peut être considéré comme une base de données assez importante pour adopter une résolution? Bien sûr, pour Nadia Madassi qui dément, aujourd'hui c'est extrêmement important parce que ça va prouver la nullité de cette résolution. Ils peuvent toujours revenir sur cette résolution, ils peuvent toujours la retirer si elle est erronée. Ça c'est la première grosse erreur en matière de droit d'expression. Parce que la liberté d'expression est très respectée en Algérie. Vous avez vu ce qu'on insulte tous les vendredis. On injurie, on fait tout ce qu'il y a. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de preuves tangibles qui sont citées dans cette résolution. Ce que je veux dire par là, ils n'ont pas de sources fiables aujourd'hui qui sont rapportées au niveau des déclarations. Voilà, que des déclarations. C'est tout. C'est pour ça que je dis c'est des allégations. La fiabilité est à revoir. C'est des allégations mensongères. Ce monsieur a travaillé, je vous le dis tout de suite, avec certaines personnes qui sont dans les ONG, comme disait monsieur, et qui sont très fortement payées pour déstabiliser le pays. Parce que le problème essentiel, c'est quoi? C'est que nous allons vers des élections et vers un président de la République. Donc l'Algérie aujourd'hui est décapitée. C'est un corps sans tête. Demain, nous allons avoir une tête sur ce corps. Et bien cette tête va avoir des revendications. Et les premières revendications qui vont être faites à l'Europe, c'est la réintégration de nos fonds qui sont dans les banques européennes. Parce que si ces fonds sont sortis de l'Algérie, grâce à certaines personnes qui étaient dans le pouvoir, transférés d'une manière illégale et détenus dans les banques de manière illégale européenne, ça veut dire que ces gens-là ont été complices du massacre financier de l'Algérie. Très bien. Monsieur Benhamen, on va revenir sur cette question. On parle de l'Europe qui vit des crises multidimensionnelles. On peut citer la crise de la Catalogne en Espagne. L'Espagne d'ailleurs qui ne s'associe pas à cette démarche du Parlement européen. Les Gilets jaunes en France, la montée de l'islamophobie. Aujourd'hui, pouvons-nous recevoir des leçons sur la démocratie? À vrai dire, on fait peur. L'expérience algérienne actuelle fait peur à l'Europe et au monde entier. C'est-à-dire que les marches, le peuple algérien a exprimé à travers ces marches pacifiques, et au-delà du pacifisme de ces marches, si je peux m'exprimer comme ça, c'est ce civisme qui actuellement est un exemple de par le monde, qui n'a jamais existé, il n'y en a aucun qui lui ressemble. Maintenant, si on fait en projection, on en avait déjà parlé, sur le rôle que l'Algérie pourrait jouer comme étant un déclencheur des mouvements sociaux ou des sursauts des peuples, pour une transition politique, c'est un nouveau modèle. Et un nouveau modèle qui fait que des anciennes colonies deviennent des pays indépendants et surtout souverains de leur politique intérieure, de leur politique extérieure, et qui vont dealer avec l'Europe de tête à tête et non pas être suivre. J'ajouterai un élément très important, au-delà de la condamnation des institutions algériennes ou arabes ou africaines de cette résolution, que le peuple algérien tout entier a été unanime à condamner toute forme d'ingérence, et ceci dit, ce n'est pas aujourd'hui, c'est dès le début du sursaut populaire, depuis le mois de février jusqu'à aujourd'hui. On refuse catégoriquement qu'on soit avec le processus électoral et cette sortie constitutionnelle de la crise, ou qu'on soit contre, on est tous d'accord. Donc en fin de compte, les Algériens sont unis sur ce fait-là. Si tu as un problème algérien en ce qui concerne notre sortie de crise, et qui dérange énormément, les relais, et j'avais dit tout à l'heure les trublions, les relais de ces occidentaux dans nos pays, et aussi parce que notre sortie, je reviendrai, excusez-moi de revenir dessus, l'Algérie est un poids régional dans la géostratégie. L'Algérie vit dans un environnement frontalier proche déjà, c'est une poudrière. On sait que les projections sur l'avenir de l'Afrique tout entière, ce vieux continent aussi, mais qui est en
voie de reconstruction, de remontée de l'avenir de l'Afrique est en jeu. Et l'avenir de l'Afrique est en jeu. L'Algérie est la clé de l'Afrique. Si l'Algérie réussit sa transition vers le pays développé, vers les vœux et les désirs et les attentes du peuple algérien, en fin de compte, c'est toute l'Afrique qui va suivre. Nous avons les pays du Sahel et nous savons ce qui se passe dans le Sahel. Nous savons les richesses que ce continent a. Et donc, par ce fait-là, on connaît et on commence à comprendre ce mouvement dans le monde entier, que ce soit en Europe, que ce soit à travers les investissements, les sociétés, les ONG, tous les intérêts multinationaux. Et au-delà de ça, c'est-à-dire qu'il y a aussi l'Algérie est un membre très important et un poids dans le monde arabe. Et le sursaut en Algérie, on le voit actuellement au Liban. La sortie de crise en Libye sans l'Algérie ne se fera pas. Et donc, j'en passe parce que c'est pas... Alors, je pense qu'on suit tous un peu ce qui se passe à l'étranger, ailleurs. On a vu que certaines révoltes tombaient dans la violence. Et pourtant, cela n'a pas nécessité de résolution du Parlement européen, alors qu'il s'agit même de pays d'Europe. On va regarder tout cela en sujet avec Amel et Célédé. Là, on reprend le débat juste après. Il appartient aux Algériens et à eux seuls de décider de l'avenir de leur pays. Quand il s'est agi d'ingérence dans les affaires internes, c'est en rang uni que s'est présenté le peuple algérien, toute frange de la société confondue. Et c'est d'une seule et même voix qu'il s'est exprimé. Ce qui se passe en Algérie est une affaire de famille. Alors que l'Algérie traverse actuellement une conjoncture cruciale, le Parlement européen se permet de voter une résolution sur la situation des libertés en Algérie. Un acte inadmissible, sachant que l'Europe elle-même a d'autres dossiers encore plus importants à traiter. Les députés européens sont plutôt appelés à dénoncer la répression que subissent les Gilets jaunes en France depuis plus d'une année. On ne peut parler de liberté sans évoquer la discrimination à l'égard des musulmans, de plus en plus répandue partout en Europe. Le Parlement européen regarde ailleurs alors que des milliers d'indépendantistes catalans sont toujours réprimés. Pourquoi les députés européens gardent toujours le silence sur les droits des Sahraouis à leur pays ? Il est tout aussi important de s'intéresser à la situation de violence pour les droits humains que connaît la bande de Gaza que de s'intéresser au Hira qui se déroule dans la sérénité en Algérie depuis le 22 février dernier. La résolution, adoptée jeudi par le Parlement européen, représente une intrusion dans les affaires internes de l'Algérie, notamment en cette période décisive dans l'histoire de notre pays. Conscient, le peuple algérien donnera d'ailleurs sa réponse au monde entier le 12 décembre prochain à travers sa participation massive à l'élection présidentielle, une échéance qui constitue une étape importante dans l'édification d'un État fort. Alors voilà, le Parlement européen dit réagir selon ce qui lui est rapporté sur la situation des droits de l'homme, alors que nous sommes en mesure de se demander pourquoi. Est-ce que ces violations flagrantes qui surviennent en Palestine, par exemple, en France, en Espagne, ne sont pas relevées? Monsieur Blamé. C'est ça le comble. Je pense que ces eurodéputés, à leur tête, Glucksmann, qui veut faire un BHL bis. Il veut reprendre le sale boulot qui a été fait par BHL en Libye. Maintenant, nous avons Glucksmann. Mais le comble, c'est que ces eurodéputés à leur tête, Glucksmann, n'ont pas pris la peine de faire un appel à une session de débat sur la situation en France. Et pourtant, la police française avait recouru à l'extrême violence policière pour disperser les foules en France. Mais personne n'a pris la peine de dénoncer ce qui se passait à Paris et en France avec les Gilets jaunes. Et notamment Glucksmann, parce qu'il représente, c'est un député européen de la France, et il représente les électeurs français. Donc, il pouvait apporter les demandes et les aspirations des manifestants français, les Gilets jaunes, au Parlement européen, mais ce n'était pas le cas. Il y a également ce qui se passait à Gaza, c'est une guerre c'est des massacres qui sont perpétrés par Israël, par l'entité sioniste à Gaza, mais personne ne dit rien, ni les Européens, ni les autres.
mais quand il s'agit d'un pays comme l'Algérie, il y a des intérêts. Ils essayent d'instrumentaliser les droits de l'homme, l'ingérence humanitaire, et j'en passe, pour trouver un alibi pour intervenir militairement dans ces pays. Et le cas est flagrant en Libye. La Libye a été attaquée par la France et l'OTAN, et on a renversé et liquidé Muammar Kadhafi. Le chaos a régné là où est passée l'intervention étrangère. Enfin, ce qui se passait en Libye, également en Irak, à Gaza, au Yémen et autres. Les exemples sont nombreux. Les exemples sont là. Donc personne ne peut, n'est en mesure de donner des leçons aux Algériens qui sont exprimés pendant presque une année avec la manière la plus pacifique. Et la police algérienne n'a pas eu recours du tout à la violence. Mais contrairement, la police algérienne a joué presque un comité d'organisation de ces manifestations. Il n'y avait pas de recours du tout de la part de la police algérienne à la violence, et ce n'était pas le cas en France avec les Gilets jaunes. Alors, on va reprendre M. Ben Saada. Monsieur Ben Saada, vous parliez au tout début de l'intervention sur ce Frédéric Glucksmann pour savoir qui il était. On parle de l'extrême droite, d'un des mentors qui était derrière les révolutions. Alors justement, pouvez-vous nous parler de lui? Alors, il s'appelle Raphaël Glucksmann, fils d'André Glucksmann, philosophe français. Il est membre du Cercle de l'Oratoire, un cercle néoconservateur qui travaille avec les néoconservateurs américains. Il est extrêmement très pro-américain. Ils ont appuyé, ce cercle-là a appuyé les interventions en Irak, ils ont appuyé les interventions en Afghanistan, ils ont été pour la destruction de la Libye, pour la destruction de la Syrie, etc. etc. Donc, pour Glucksmann, il ne fait pas autre chose que contribuer aux révolutions dans les pays qu'on veut détruire. En fait, et en plus, Bernard-Henri Lévy, celui qui est l'orchestre de la destruction de la Libye, est un ami de la famille. Je vous cite ce qu'a écrit Le Monde au sujet de Raphaël Glucksmann le 21 mars 2014. Raphaël Glucksmann a fait des soulèvements nationaux ses fonds de commerce. Après la Géorgie, c'est en Ukraine qu'il conseille les leaders pro-Europe. C'est un consultant en révolution. Et vous savez, Raphaël Glucksmann a été le conseiller de Saakashvili, qui est le président géorgien, après la révolution des roses. C'est-à-dire qu'il y a eu une révolution colorée en Géorgie. Le monsieur qui a été placé s'appelle Saakashvili, et était placé par les Américains. Et Glucksmann est venu comme conseiller de ce monsieur. Pour la petite histoire, ce monsieur a été chassé de Géorgie. Il a pris la nationalité ukrainienne. Il est devenu ministre en Ukraine récemment après l'Euromaïdan. Et après, il a été chassé de l'Ukraine. Vous voyez un peu le topo. Raphaël Glucksmann ensuite est allé en Ukraine et il a conseillé le président qui a été aussi placé après l'Euromaïdan. Je vous rappelle que en Ukraine, en 2013-2014, il y a eu une révolution en bonne et due forme qui a été financée en grande partie par les États-Unis et l'Allemagne, et j'ai écrit 2 articles fleuves sur le sujet. C'est les gens qui ont chassé le président élu Yanukovych, ce sont des néo-nazis. Alors, on finance des néo-nazis pour faire des émeutes à Kiev et pour débarquer un président qui est élu, et M. Glucksmann va conseiller les gens qui viennent après. En fait, ça vous donne une idée du rôle de ce monsieur-là. Donc, la visée politique de M. Glucksmann, c'est qu'il y ait la même chose qu'il y a eu dans les pays arabes ou dans les pays de l'ex-Union soviétique qui se passe en Algérie. Il cherche à avoir
à conseiller les futures personnes qui vont être, mis à la tête de l'Algérie, comme on l'a fait dans les autres pays. Le danger que court actuellement l'Algérie, c'est de voir le Hirak manipulé complètement par les ONG étrangères. Et c'est pour cela que j'ai écrit énormément d'articles pour mettre la lumière sur cela. Il faut que le Hirak reste intrinsèquement algérien. Il y a énormément de gens qui ont été payés pour manipuler dans un sens ou dans l'autre, mais il faut à chaque fois se dire qu'il n'y a pas un autre pays qui puisse nous dicter ce qu'on doit faire. Parce que dans tous ces pays-là, si vous regardez maintenant ce qui se passe, la relation entre les États-Unis et l'Ukraine, vous savez qu'il y a une procédure d'impeachment contre Trump. Et si vous regardez pourquoi ça s'est passé, c'est parce que Trump se comporte avec l'Ukraine comme si c'était sa colonie. Il demande des choses au président, de faire certaines choses, et ce n'est que l'État profond américain qui a réussi à démasquer ce qui s'est passé. Donc, on pense qu'il y a eu une démocratisation après l'Euromaïdan, une démocratisation en Ukraine. D'ailleurs, vous parlez souvent de ce concept d'exportation de la démocratie. Exactement, l'exportation de la démocratie américaine, elle ne se fait que dans l'intérêt des Américains. Et je l'explique, tous les organismes de financement de l'exportation de la démocratie, que ce soit la National Endowment for Democracy, que ce soit la NED, que ce soit l'USAID, que ce soit l'Open Society de M. Soros, dont un de vos invités a cité le nom tout à l'heure, tous travaillent dans le même sens, c'est-à-dire d'imposer l'agenda américain dans les pays, on va dire, démocratisés. Et pour juste continuer sur Soros et l'Union européenne, j'ai lu ce matin, comme par hasard, un article sur le site lesobservateurs.ch qui nous explique que Bruxelles, c'est-à-dire l'Union européenne, a octroyé 1,8 milliard d'euros pour l'Open Society Foundation. C'est-à-dire que les pays européens ont donné de l'argent à Soros, et si le rôle de Soros dans les révolutions colorées et dans le printemps arabe est très très connu. C'est-à-dire qu'on donne de l'argent à des organismes qui vont fomenter des régimes change, des changements de régime dans leur pays. Alors pour vous, M. Ben Saada, vous développez aussi par l'Union européenne. Alors vous développez aussi, M. Ben Saada, ce concept de cyberactiviste. Pour vous, la révolte s'est déroulée plus dans le cyberespace que dans l'espace réel. Je vous donnerai la parole tout de suite après Maître Ben Brahim qui nous donnera son avis sur la question. Aujourd'hui, tout se passe sur les réseaux sociaux. Oui, eh bien écoutez, d'abord je tiens à remercier monsieur parce que j'adhère pleinement à son analyse. Le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et le nerf, justement, des révolutions, c'est également l'argent. Et le nerf, également, des mouvements de foule, c'est l'argent. Et donc, ce qu'il dit, c'est très juste. La preuve, c'est que... Il y a toujours un intérêt derrière. Oui, alors là, il y a plusieurs intérêts. Il y a plusieurs intérêts et il y a plusieurs portefeuilles. Pour, par exemple, les Européens, etc., les eurodéputés, là, c'est des financements assez importants. Mais pour ceux qui viennent plus bas, rappelez-vous qu'il y a quelques jours simplement, un fonds a été créé en Europe et on a demandé à tous les Algériens et autres que des Algériens de mettre de l'argent pour payer quoi? Pour payer les amendes des détenus libérés en Algérie. Vous vous rendez compte la gravité de la chose? Alors que les amendes font à peu près 20 000 dinars, avons-nous besoin de cette caisse noire qui est en Europe? Alors je demande aux gens de prendre conscience et de ne pas verser un seul centime. Parce que cet argent qui va peut-être dans leur sens servir aux gens du Hirak, eh bien non, il va servir aux gens dont parlait notre ami tout à l'heure. Et pour revenir sur le fond de cette résolution qui portait, on disait tout à l'heure, sur plusieurs thèmes, notamment les détenus politiques et la liberté de culte, voilà, et la liberté d'opinion. Alors pour les détenus politiques, il n'y en a pas en Algérie. Il n'y a pas de détenus politiques en Algérie. Je le dis, je le répète. Si on veut parler d'une personne âgée qui est en prison,
Les articles de poursuite n'ont rien à voir avec la détention politique. J'ai le dossier et je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Simplement, et je dis malheureusement, moi je pense qu'une autre défense aurait été adoptée et cet homme serait déjà chez lui. Bon, mettons ça de côté, c'est un dossier judiciaire qui se traite devant le tribunal et nous n'avons pas à le développer ici. Simplement, pour la notion de détenu d'opinion, il faudrait que nous sachions et que l'Europe sache que l'Algérie est un pays démocratique. Tout comme la France, si on prend l'exemple de la France simplement. Et dans le code pénal français, comme dans le code pénal algérien, il n'y a pas de délit d'opinion. Parce que l'opinion, la liberté d'expression, la liberté religieuse sont des principes contenus dans la Convention internationale des droits de l'homme, dans son article 10, où il est stipulé que nul ne doit être inquiété pour ses opinions, pour ses origines, pour sa religion, et pour ceci et pour cela, et pour ses expressions. Donc ça veut dire en deux mots que ce ne sont pas des délits qui sont retenus par la juridiction algérienne. Et pour preuve, je vais vous donner la preuve pratique. Vous avez constaté que tous ceux qui avaient l'emblème berbère, seul l'emblème berbère, et qui ont été donc arrêtés pour l'emblème berbère, ont tous été relaxés avec restitution de l'emblème. Ceux qui avaient l'emblème berbère et le drapeau algérien, on leur a restitué les deux et on les a élargis. Mais ceux qui ont été retenus, c'est ceux qui n'avaient pas qu'une seule infraction. Ils en avaient plusieurs. Donc ils ont été libérés du chef de le port de l'emblème, donc délit d'opinion entre guillemets, parce que ça n'est pas un délit, mais ils ont été punis pour autre chose. Ce qui veut dire que l'Algérie, non seulement elle respecte les lois, mais elle respecte sa démocratie. Si on parle de démocratie, je le dis et je le répète, la notion de délit d'opinion n'existe pas dans les régimes démocratiques, que ce soit chez nous ou ailleurs. Donc ce sont deux accusations qu'il faut absolument mettre de côté. Maintenant, pour la religion, je pense que la convivialité religieuse est de source constitutionnelle en Algérie. Oui. Il y a le respect du culte et le respect des gens qui exercent leur culte. Simplement, dans cette situation actuelle, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le culte euro-chrétien, par exemple, a été observé dans des poulaillers, dans des endroits insalubres, et on dit c'est une église. C'est-à-dire que cela doit être remis sous l'autorité de l'État, cela doit être contrôlé et légal. Vous savez, pour les protéger, il faut qu'il y ait un endroit respectable. C'est vrai que Jésus est né dans une étable, mais Jésus a fini sa vie avec les 12 apôtres sur une table où il a donné son sang qui était le vin à boire et sa chair qui était le pain à manger. Pour construire une mosquée, tu dois avoir une on doit avoir. Donc dans ce pays, il y a des lois qu'il faut respecter. Demandez une autorisation, demandez à l'État de vous construire une église. Alors on a vu que c'était un des thèmes qui a quand même largement pris le dessus alors, dans le débat au Parlement européen. Dans la discussion, dans la résolution, on en a fait toute une tartine. Oui. Alors moi je lui dis à ce député, d'abord essayez de comprendre et de savoir d'abord vos lois plus notre loi et après vous serez habilité à parler. Alors, Monsieur Benhamen, on l'a vu, les députés sont largement penchés sur cette question des libertés religieuses, des libertés de culte, alors qu'on assiste à une montée d'islamophobie ailleurs. Comment peut-on faire le parallèle entre les deux aujourd'hui? À vrai dire, c'est une ironie en fin de compte. On s'apprête à rire. Une hérésie s'apprête à rire parce que on a compris que le but essentiel, c'est de créer une brèche afin d'obtenir des gouvernants dans ces pays, à travers les printemps arabes, des gouvernants alliés servant les intérêts de ces groupes occultes. Donc ça, on l'a compris. Maintenant, en Algérie, quand on n'a pas trouvé quoi faire, on a fait sortir cette résolution. Et moi, sincèrement, ça me fait marrer parce que d'après les 3 points qui ont pris, il ne manque, excusez-moi, que de rajouter, par exemple, la qualité des routes non goudronnées en Algérie. Probablement qu'ils auraient pu rajouter ça. Je reviendrai sur, excusez-moi, si j'utilise un peu d'humour dans ce cas-là. Quand on traite un sujet aussi pointu, normalement, on devrait se référer
aux lois du pays concernés. En ce qui concerne, dans le cas, c'est l'Algérie. Donc vous venez de le noter, Madame Braham, en ce qui concerne le délit d'opinion, qui n'existe pas. Donc on ne peut pas utiliser un terme dans une résolution européenne sur un concept qui n'existe pas. Donc ça, c'est une chose. Deuxième chose, quand on parle de la liberté de culte, j'aimerais bien noter une chose, que les fondements même de l'État algérien, et je reviendrai très très loin dans le temps, et je reviendrai même au 1er novembre, la charte du 1er novembre elle-même, qui garantit la liberté de culte pour tous les Algériens. Et aussi que l'Algérie est un pays souverain, et que le but c'est l'installation d'un pays démocratique et surtout souverain. Et avec la garantie, je reviendrai sur la liberté de culte. Les lois algériennes, les lois sont aussi, les lois garantissant cette liberté, non clandestine en fait, quand elle est réglementée. Elle existe dans la constitution algérienne, la loi algérienne le fait. Nous avons même un ministère des affaires religieuses et non pas un ministère des affaires musulmanes, sachant que l'Algérie... Et des cultes. Et en fin de compte, toutes ces lois, elles sont garanties par un ministère qui garantit la liberté du culte, et c'est dans l'intérêt de ces gens. Si on peut parler de minorité religieuse en Algérie. Aussi, nous n'avons jamais reçu, d'après de mémoire, une plainte des institutions régissant les différents cultes en Algérie, que ce soit des minorités, que ce soit les chrétiens, que ce soit autre chose. Donc jusqu'à maintenant, on n'en a pas encore parlé. Donc sur quelle base va se fonder cette résolution européenne, que je trouve vraiment non fondée, et ça m'étonne, sincèrement, ça m'étonne, si ce n'est la création de cette fameuse brèche par laquelle on veut rentrer, et on veut surtout porter atteinte à l'image de l'Algérie, parce que je reviendrai toujours sur ce mot, l'Algérie fait peur à l'ordre mondial et non pas seulement à l'Europe, et la perte de l'Europe de son poids dans l'échiquier mondial, elle fait énormément peur, même depuis 1991 avec ce qu'on appelle actuellement la gouvernance, l'unique gouvernance, le nouveau ordre mondial. Alors, on va parler de l'Union européenne et l'Algérie qui entretiennent des relations historiques quand même. L'institution veille à garder cette relation privilégiée. Quel impact cela peut-il avoir, enfin cette relation peut avoir sur les relations entre les deux, l'Algérie et l'Union européenne, quand on sait que nous sommes aussi à la veille de l'entrée en vigueur de l'accord d'association avec l'Union européenne. Monsieur Belhamri, si vous voulez intervenir sur la question. Oui, bien sûr. Avant de cela, j'aimerais bien rappeler que l'Algérie, en 2018, avait abrité aux cathédrales Santa Cruz d'Oran la pontification de 8 moines. Donc ceux qui parlent de la liberté de culte en Algérie, je pense qu'ils avaient tort, parce que ça relève uniquement de l'acharnement injustifié sur l'Algérie, parce que il me semble que le droit du culte en Algérie est respecté. D'ailleurs, la pontification, c'est une première dans la région. Dans tous les pays arabes, là où il y a plus de chrétiens que de musulmans, n'avaient pas cette pontification, mais l'Algérie a abrité cette première. Maintenant, les relations entre l'Algérie et l'Union européenne, je pense que la politique étrangère de l'Algérie repose initialement ou principalement sur le principe du respect mutuel. Maintenant, je pense que l'attitude de ces eurodéputés est une atteinte aux relations amicales et d'interdépendance entre l'Algérie et l'Union européenne. Maintenant, je pense que l'Algérie a le devoir de voir les traités qui ont été signés avec l'Union européenne, parce que je pense qu'il y a eu un manquement au respect à travers cette attitude de ces eurodéputés à l'égard de l'Algérie. Donc je pense que... Je reprends le communiqué du ministère des Affaires étrangères qui dit que le Parlement européen a surtout confirmé à l'initiative des députés instigateurs qu'il promeut désormais ouvertement leur agenda du chaos provoqué, qu'ils ont malheureusement mis en œuvre dans bien des pays frères, et il rappelle également que l'Algérie condamne et rejette dans le fond et dans la forme cette immixtion flagrante dans ses affaires internes et se réserve le droit de procéder à un examen général et attentif de ses relations avec l'ensemble des institutions européennes. Alors, votre avis sur la question, Monsieur Ben Saada? Il y a derrière des enjeux, des intérêts économiques avant tout? Mais certains, il n'y a pas de... Entre les pays, il n'y a que des intérêts, il n'y a pas d'amitié, c'est ça qu'il faut démystifier. Les seules relations entre des pays, c'est des relations d'intérêt. Et donc,
L'Algérie est un pays extrêmement riche, c'est un pays qui est géostratégiquement très bien placé, donc il y a la convoitise de pas mal de pays, et donc en fait ce Hirak tombe comme un cadeau pour essayer de faire ce qui a été fait dans les pays de l'Est ou dans le printemps arabe, c'est d'essayer de placer des gens qui puissent ouvrir, comme dit Monsieur Soros, Open Society, c'est-à-dire avoir une société complètement ouverte. Ouverte à quoi? Ouverte au marché mondial, à la mondialisation, etc. Et que les compagnies viennent se servir. Il ne faut pas déranger les compagnies, les multinationales, etc., dans leur prédation des pays comme les nôtres. Et donc, l'Algérie doit aussi comprendre qu'il n'y a pas d'amitié, que les marchés qu'on doit et les contrats qu'on doit faire avec ces gens-là doivent servir notre pays. Et le Hirak, je pense que le Hirak a bien montré cela, c'est-à-dire que le Hirak a bien montré que de par le passé, les intérêts de l'Algérie étaient complètement laissés de côté. Ce sont les intérêts de certaines personnes qui se sont enrichies ou alors qui ont bradé les ressources de l'Algérie pour avoir des revenus très faciles. Donc c'est à nous, à travers ce qui vient de se passer, c'est à nous de poser des conditions et de voir nos intérêts avec probablement aussi d'autres pays. D'ailleurs, de nombreuses études géostratégiques montrent en fait que ce qu'on reproche à l'Algérie, et c'est pourquoi on a fomenté quelque chose qui est en fait tous les Hirak et tout ce qu'on appelle les printemps dans les pays commencent toujours avec des problèmes réels. En Algérie, il y a des problèmes réels. Dans les pays arabes, on a énormément de problèmes, de déficit de démocratie, le Hugra, et des mauvais accès aux choses essentielles de la vie. Mais donc on utilise ce terreau fertile avec des étincelles, comme dans notre cas, l'étincelle, c'était le 5e mandat. En Tunisie, c'était l'immolation de Bouazizi. On peut trouver aussi différentes... par exemple, en Liban, c'était une taxe sur WhatsApp. Alors, vous imaginez, il y a une taxe sur WhatsApp, et les gens sortent, et puis tout d'un coup, on veut carrément mettre à la porte tout le gouvernement, et surtout, démanteler Hezbollah, qui dérange les États-Unis, et surtout qui dérange l'Israël. Vous comprenez, donc il faut voir nos intérêts, et s'il y a quelque chose de positif que le Hirak doit ramener pour l'Algérie, c'est de voir nos intérêts, et non pas les intérêts des autres ou les intérêts de certaines personnes qui se retrouvent avec des fortunes et des biens immobiliers un peu partout. Je ne parle pas des gens qui l'ont gagné avec la sueur de leur front, mais je parle des gens qui ont profité de certains circuits, de certains créneaux pour pouvoir s'enrichir de manière illicite. Donc, merci, Monsieur Ben Saada. Regardons nos intérêts. Regardons nos intérêts. Merci, Monsieur Ahmed Ben Saada. Donc aujourd'hui, le Hirak doit porter des revendications propres à l'Algérie, qui jouent dans le sens de l'intérêt du pays. Un Hirak qui est resté, donc je le disais tout à l'heure, pacifique depuis le début, depuis 9 mois maintenant, aussi grâce maintenant au maintien de l'ordre et au rôle joué par l'ANP, Maître Ben Brahim. Oui, tout à fait. Le Hirak doit s'organiser dans les jours prochains. D'abord, il doit prendre conscience que le Hirak a été utilisé ces dernières semaines, comme le disait si bien monsieur, d'une façon... on a voulu prendre le Hirak en main et l'utiliser à l'étranger. La preuve est cette résolution. Et donc tous les discours creux qui sont partis de l'Algérie à partir de certaines personnes qui étaient dans le Hirak, qui avaient une stratégie bien déterminée, avec un intérêt financier très important, et qui sont allés colporter des choses qui ne sont pas vraies et qui ont abouti donc à cette résolution. Aujourd'hui, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a eu une erreur stratégique très grave. Ces députés ont fait une erreur stratégique très grave qui a fragilisé
depuis 2 jours, l'Union européenne et toute la stratégie de l'Union européenne vis-à-vis de l'Algérie. L'Union européenne sait parfaitement que l'Algérie sera une grande nation. Non, excusez-moi, une très grande nation. Et qu'ils en ont tellement besoin. C'est vital pour l'Europe. Cette affaire de résolution est en train de mettre à mal l'Union européenne et toute l'Europe. Et peut-être même qu'elle va dépasser les frontières européennes pour toucher les États-Unis. Donc, aujourd'hui, ce qu'il va falloir faire, ils ont fait une erreur, c'est à eux de la réparer. Nous, notre position est celle du ministère donc des Affaires étrangères. Maintenant, la défense, effectivement, dérange beaucoup. Parce que la défense nationale, moi, je ne vois pas la personne qui est à la tête. Moi, je vois le rôle de cette institution militaire. C'est d'abord la garantie de toutes nos frontières. Nous en avons besoin pour l'instant. Et c'est elle qui avait, dès le début, à dire à ses enfants, vous pouvez parler. Je suis là pour vous écouter, je vous accompagne et je vous garantis qu'aucune goutte de sang ne sera versée. C'est-à-dire le schéma de 1991 ne va pas se reproduire aujourd'hui. Merci, vous êtes Maître libre Benbrahim. et indépendant. Nous arrivons un peu à la fin de l'émission. On terminera avec un tour de table. Votre avis sur la question, M. Blahami. Un dernier mot, s'il vous plaît. Un dernier mot, c'est que je tiens à saluer l'AMP pour tout ce qu'il a fait pour ce Hirak et pour que cette institution s'est accrochée à la solution constitutionnelle. Elle n'a pas cherché à s'accaparer du pouvoir et pourtant les conditions étaient opportunes pour ce genre de manœuvre des institutions militaires connues dans le tiers-monde. Il y a également l'accompagnement de cette institution à cette mutation politique en Algérie et j'espère que ça va aboutir à un retour à la légitimité populaire dans les plus brefs délais. Monsieur Hassan Blaham, rapidement, s'il vous plaît, une dernière réaction. Je vais prendre en réaction le fait que tout le peuple algérien est unanime à condamner cette ingérence dans les affaires algériennes et de dire que l'Algérie ne pourra se défendre qu'en étant un pays qui reste dans la voie constitutionnelle et qu'on ne peut pas sortir de cette voie et qu'il faudra y rester, qu'il y a des élections qui vont venir, que c'est à travers cette puissance que nous arriverons à affronter tous les défis qui rencontrent notre pays. Merci. On terminera avec vous, Monsieur Ahmed Ben Saada. Un dernier mot pour conclure cette émission et qui a porté, je le rappelle, sur cette ingérence du Parlement européen. J'aimerais conclure en félicitant le peuple algérien pour ce Hirak et en espérant que ce Hirak restera intrinsèque algéro-algérien et qui ne serve pas les agendas étrangers. J'aimerais juste parler de livres arabesques pour les gens qui veulent comprendre quel est le modus operandi de l'ingérence étrangère et du financement, comment on finance les ONG pour faire des régimes change. Et j'aimerais aussi préciser que la version arabe est actuellement sous presse. Elle sortira très bientôt, Inch'Allah. Merci, Monsieur Ahmed Ben Saada, Maître Fatma Zahra Benbrahim, Monsieur Hassan Benhamen et Monsieur Amil Blahami d'avoir été présents ce soir avec nous sur le plateau. C'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Au revoir et à bientôt.